Salut tout le monde. Premier live de cette 43e législature à Ottawa. On s'apprête bientôt à rentrer à la Chambre des communes. Vous voyez, je reprends tranquillement des forces, je reprends le travail aussi. Là, j'ai la petite barbe qui pousse en ce moment, donc je repose mon visage aussi. Je suis en train de tout préparer mes choses avec mon équipe, aussi préparer mon travail à Ottawa à l'approche de la session qui va commencer très bientôt. Donc ce soir, je voulais prendre un petit moment pour faire un petit live avec vous, comme je l'ai fait dans les 4 dernières années, des fois à Ottawa, des fois à mon bureau, des fois même chez nous, là, comme ce soir, pour reprendre tranquillement le contact avec vous tous, échanger, essayer de répondre à certaines de vos questions aussi. Naturellement, quand j'ai un de mes adjoints qui est avec moi, c'est plus facile de prendre en note toutes les questions. Fait que je vais essayer peut-être en même temps. Donc, peut-être vous donner quelques informations sur ce qui s'en vient après cette élection qui a fini. Demain, ça va faire exactement un mois, 21 octobre, donc 21 novembre, que l'élection a eu lieu. La population canadienne a fait un choix. Ils ont décidé de reconduire le gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa, mais de façon moins importante, avec un gouvernement qui est minoritaire, avec un parti conservateur dans une opposition officielle mais plus forte. Puis ça me permet peut-être de souligner, rappeler à ceux qui ne l'ont pas vu ou pas entendu ou n'ont pas peut-être pris conscience, un parti conservateur avec beaucoup plus de députés, donc 121 députés, contrairement au Parti libéral à 157, si je ne me trompe pas. Donc, plus de députés, des députés dans toutes les régions du Canada, contrairement à Justin Trudeau qui n'a pas de députés en Alberta, en Saskatchewan, et aussi plus de Canadiens, Canadiennes qui ont voté pour notre parti que tous les autres partis, incluant le Parti libéral de Justin Trudeau. Certains vont vous dire oui, mais c'est beaucoup les votes de l'Ouest. Moi, j'ai comme principe que tous les Canadiens ont la même valeur, quel que soit l'endroit où ils sont. Donc, c'est quand même un mandat plutôt affaibli que Justin Trudeau a. Et nous, de notre côté, on arrive à la Chambre des communes très bientôt, encore plus fort. Et on va faire tout ce qu'on a à faire, surveiller ce gouvernement et aussi en même temps préparer la prochaine élection qui pourrait arriver à n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens qui sont là, vous entendez bien. Là, c'est la première fois que j'essaie, j'ai des nouveaux écouteurs. Donc, si c'est le cas, peut-être me faire un petit thumbs up, quelqu'un me l'écrire dans les commentaires que le son est correct, l'éclairage. Là, on est chez moi en ce moment. C'est tranquille. Ma femme est à sa rencontre de parents à l'école. Pour les gens qui ne savent pas, ma femme est enseignante en mathématiques. Donc, elle, comme moi, les chiffres, elle aime ça. Et elle souhaite que ça arrive dans nos finances personnelles. Et elle souhaiterait, je pense, comme plusieurs d'entre vous, que ça arrive aussi dans les finances du gouvernement qui fonctionne avec notre argent, avec votre argent. Vous savez, moi, pour moi, c'est une des raisons qui fait que je me suis lancé en politique. Travailler pour un gouvernement qui veut gérer l'argent des citoyens de façon responsable, qui veut mettre fin au déficit, qui veut s'attaquer à l'endettement, qui veut baisser les taxes et les impôts, qui veut donner de l'oxygène aux entreprises, baisser la paperasse, qui veut avoir une meilleure justice pour les victimes de crimes graves. Donc, c'est ces éléments-là qui m'ont toujours motivé à faire de la politique, naturellement, avec d'autres enjeux. Je pense à l'environnement dans mon cas, et comme plusieurs de mes confrères au Parlement canadien, tout parti confondu, qui souhaitent qu'on porte une certaine attention par rapport à ça. Aujourd'hui, je vais parler de 3 petits enjeux. Pour venir rapidement là-dessus, on est rendu plus de 60 et quelques de branchés. Je trouve ça le fun. Les gens continuent à suivre ces petits Facebook Live. Comme je vous le disais, les gens qui m'écoutent, si vous avez le goût, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions. Je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux en regardant les commentaires défiler à l'écran. Donc, je vais vous parler du discours du trône qui s'en vient le 5 décembre, excusez-moi, donc la semaine prochaine. Donc, je rentre à Ottawa, je vais arriver le 3 si tout va bien. Je vais commencer à partir de lundi. Antoine Tardy qui se joint, qui retourne dans mon équipe, qui va m'aider à Ottawa pour faire mon travail, qui va accompagner mon équipe dans la circonscription de Richmond-Tabasca. Donc, ce discours du trône qui est important, je vais vous énumérer nos préoccupations qu'on a. Donc, on est dans un gouvernement minoritaire. On s'attend que le gouvernement consulte, tienne compte des préoccupations des gens qui ont voté pour les autres partis aussi. Je vous disais tantôt qu'il y a plus de Canadiens et Canadiennes qui ont voté
pour notre parti que pour tous les autres partis. Donc, c'est important que notre voix soit entendue, que ce gouvernement-là ait de l'ouverture. On pourra juger le travail une fois qu'il aura commencé à la Chambre des communes. Je vais vous parler du cabinet qui vient d'être annoncé aujourd'hui de la part de Justin Trudeau. Vous me permettez en commençant de féliciter tous ceux et celles qui ont été élus. C'est un honneur, je pense, pour tout politicien de faire partie d'un cabinet. Comme a dit mon confrère Gérard Deltel, pour plusieurs, c'est l'accomplissement d'une vie politique. Donc, je les félicite, mais c'est pas parce que je les félicite et qu'il y en a certains que j'apprécie plus que d'autres qu'on va diminuer notre rigueur à surveiller ce gouvernement-là. Je vais vous parler aussi de l'enjeu de la grève du CN. Je vois Alexandre Hamel qui vient de se brancher. Si c'est le même à qui j'ai parlé, parce que j'ai 2-3 Alexandre Hamel sur mes amis Facebook. Un enjeu qui est très préoccupant pour le secteur agricole, pour notre secteur économique, pour en ce moment l'approvisionnement en gaz naturel, pas en gaz naturel, excusez, mais en propane. Ça touche plusieurs secteurs, ça touche nos résidences personnes âgées, ça touche des contribuables, des citoyens qui chauffent au propane, ça touche les cuisiniers dans les restaurants qui ont des cuisines au propane, ça touche nos agriculteurs. Juste aujourd'hui, dans ma propre circonscription, j'ai 10 agriculteurs qui ont contacté mon bureau pour dire l'urgence que ce dossier-là soit réglé parce que s'ils n'ont pas de propane, ils sont en train de faire leur récolte, ils ont déjà eu une année épouvantable au niveau de l'agriculture. Quand ils font leur récolte, il faut qu'ils fassent sécher leurs grains. Et là, je ne suis pas un expert. Je vous répète ce qu'ils m'ont sensibilisé par rapport à leur situation. Et là, s'ils ne sont pas capables, c'est toute une récolte d'une saison qui tombe à l'eau. Donc, ces gens-là appellent leur fournisseur de propane pour dire « ça me prend de propane ». Le fournisseur lui doit gérer sa réserve qu'il a, le temps d'avoir d'autres approvisionnements. Puis en même temps, bien, il voit une grève et ses ressources ne peuvent pas arriver. Puis, on pourrait aller plus loin encore. Ça démontre l'importance du transport de nos matières premières. On parle du propane là, mais on peut parler du pétrole, on peut parler d'hydroélectricité et notre projet qui était d'un corridor énergétique pour permettre à ces ressources-là de se promener. Peut-être que dans ce qui est en train de se produire avec le propane nous démontre que ça prend des éléoducs pour diversifier notre façon de transporter, le faire de façon plus sécuritaire, puis enlever cette pression et les impacts sur notre économie, sur les familles, sur les personnes et tout ce que ça peut engendrer comme stress pour ces gens-là. Donc, j'en ai déjà parlé un peu, là, justement, ce que je voulais dire du CN. Notre parti a demandé au gouvernement de convoquer immédiatement les parlementaires à Ottawa. Ça fait déjà un mois que l'élection est finie. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas au travail. Pas parce qu'on ne travaille pas dans nos circonscriptions, mais qu'on ne soit pas là pour répondre aux préoccupations des gens, aux enjeux qui nous touchent. Et là, présentement, on a un enjeu économique qui est majeur. Il faut qu'on aille à la Chambre des communes pour mettre de la pression sur les négociations et s'il faut qu'il y ait une loi spéciale pour que les travailleurs retournent au travail, que l'entreprise négocie avec eux pour régler cette problématique-là, puis qu'on puisse faire voyager le pétrole, nos ressources premières des mines, que ce soit les produits du secteur agricole, partout au pays. C'est une question économique extrêmement importante pour bien les Canadiens. Et là, je pense qu'on commence à peine à prendre l'ampleur de cette situation là, que l'on vit présentement pour plusieurs. Donc, je vous ai parlé de ça et j'ai parlé du discours du trône que je veux vous revenir et je veux vous parler aussi du cabinet ministériel. Donc, si vous voulez, je commence avec le cabinet ministériel qui vient d'être annoncé. Bon, je l'ai dit tantôt, je félicite ceux qui ont été nommés, mais je vous le dis, ça ne diminuera pas nos attentes par rapport à ce gouvernement libéral. Ça a pris, pour les gens qui ne savent pas, 2 semaines de plus à Justin Trudeau pour former son cabinet de ministres que ce qu'il a pris en 2015 quand il repartait avec un nouveau gouvernement où là, on pouvait concéder que ça prenait un certain temps, il fallait prendre l'ampleur du travail, préparer toutes les choses. Mais là, ça fait 4 ans qu'il gouverne. Il connaît tous ses ministres, il connaissait tous ses députés. Il a presque reconduit les mêmes qui étaient là auparavant. Je pense qu'il y a une ministre qui n'a pas été réélue, imaginez. Tous les autres étaient là, ils ont juste peut-être changé de chaise quelques-uns. Il a grossi son cabinet ministériel. Je vous rappelle qu'en 2015, il y avait 28 ministres dans un gouvernement majoritaire de 188 députés. Et là, à 150 quelques députés, on est rendu à 36 ministres.
C'est pas parce qu'il y a plus de choses qui ne fonctionnent pas qu'on a un meilleur résultat. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Je sortais quelques données. Ce gouvernement-là a scindé dans les 2 dernières années le ministre des Affaires des Premières Nations. Les ministres des Affaires des Premières Nations, il a décidé d'en faire 2 ministres avec ça, au lieu d'un. Il n'y a pas plus de résultats. Il a scindé le ministre de l'Immigration. On sait que le problème n'a pas été réglé. Et là, ils viennent de monter à 36 ministres au lieu de 28. Encore plus d'argent, plus de structure et pas de garantie de résultat, en tout cas jusqu'à présent. On peut bien laisser la chance aux coureurs, je pense que c'est ce qu'on va faire, mais on va devoir être extrêmement vigilant pour surveiller le travail qu'ils font. Mais je vois des gens qui apparaissent là, sur mon fil, là, qui viennent de se brancher, mais moi je peux vous dire que s'il y a un cas qui me préoccupe particulièrement, c'est de savoir que Bill Morneau est encore le ministre des Finances du Canada. Ça veut dire, pour les gens qui sont préoccupés par les taxes et les impôts, par la fiscalité de nos entreprises, par la grosseur de l'État, par les dépenses incontrôlées, par les déficits, par le fait qu'on n'ait pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire avec une récession qui approche, bien, on a le même gars qui va gérer les finances du pays. Il s'appelle Bill Morneau. Puis ça, d'après moi, c'est ce qui est le plus préoccupant de ce que l'on a vu présentement. Ils ont même imaginé créer un nouveau ministère. Il faut le faire. Je vais prendre ma petite feuille là, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Le ministère de la prospérité de la classe moyenne. Ça fait quoi ça? Le ministère de la prospérité de la classe moyenne. Moi, je pense que si on veut que la classe moyenne soit prospère, ça ne prend pas un ministère. Ça prend juste des baisses de taxes et d'impôts. Ça prend un État qui est plus efficace, qui coûte moins cher. Point à la ligne. Pas besoin d'un ministère pour comprendre ça. Je peux l'écrire sur un bout de papier, sur le coin d'une table. Je peux envoyer ça au ministre des Finances et dire arrête de rajouter de la paperasse, baisse les taxes et les impôts. Tu vas avoir besoin de moins de personnel pour gérer tout ça. Ça va bien aller, puis je peux te dire que la prospérité de la classe moyenne de tous les Canadiens et Canadiennes va être en place. Autre belle nouvelle. Puis là, ben, je devrais féliciter le gouvernement de Justin Trudeau, mais je vais juste faire la petite ironie à ça. Justin Trudeau vient de nommer un lieutenant politique pour représenter le Québec dans ce gouvernement. Ça va être Pablo Rodriguez. Je l'aime, Pablo, en passant. J'ai passé ma campagne à faire les débats avec lui à RDI à tous les vendredis. Mais je veux juste vous lire ce que dit Justin Trudeau en avril 2016. Trudeau a dit, avec un petit brin d'arrogance, quand il s'est fait poser la question pourquoi il n'y a plus de lieutenant politique au Québec dans le gouvernement libéral, il a dit à quoi ça sert d'avoir un lieutenant du Québec quand on a un général? Bien, après 4 ans, il se rend compte que la relation avec les Québécoises s'est détériorée sous son gouvernement. Et là, ils viennent de comprendre que ça prenait un lieutenant politique pour faire le lien. Et ça, je peux vous le dire, dans ma tournée à l'écoute des Québécois, c'est l'élément, je vous dirais, numéro 1 qui revenait dans les discussions lorsqu'on avait des leaders des communautés autour de la table. Ils disaient, on ne sent pas que le gouvernement fédéral est proche de nous, comme on avait avec Denis Lebel dans le temps, avec Lawrence Cannon, avec Christian Paradis. Et ça, c'est un élément qui revenait souvent. On souhaite que le fédéral soit plus proche des préoccupations des municipalités, des acteurs économiques, des gens du milieu, des citoyens. Donc, ils viennent de comprendre ça. C'est fantastique, honnêtement. Je pense que c'est une bonne nouvelle, il faut le souligner. On va espérer maintenant que Pablo Rodriguez va être à l'écoute, va être sur le terrain. J'aurais aimé, sincèrement, que ce soit un gars comme François-Philippe Champagne qui vient des régions, parce que je pense que les régions sont mises de côté par ce gouvernement libéral qui est vraiment été élu par Montréal, Toronto en grande majorité et quelques députés un peu partout, mais ça, c'est une réalité. Un autre des éléments qui est assez spécial, je vous rappelle, il faut connaître, il faut regarder d'où on arrive là pour comprendre c'est quoi le défi qu'a Justin Trudeau. Ça ne sera pas facile le prochain Parlement. Justin Trudeau avait décidé, puis je le sais parce que j'étais son vis-à-vis dans le cabinet fantôme, il avait décidé de se garder le ministère des Affaires intergouvernementales. Ça veut dire, il avait dit, il voulait lui-même garder le contact avec les premiers ministres des provinces. Mais regardez la situation actuelle dans laquelle on est au pays. Le gouvernement fédéral est en chicane avec plus de la moitié des premiers ministres provinciaux.
Il a fait une campagne électorale en s'attaquant à ses premiers ministres provinciaux. Puis là, aujourd'hui, on doit réparer tout ça. Donc, je veux bien entendre certains analystes politiques dire oui, mais les conservateurs, ça n'a pas de bon sens, mais là, on va arrêter, là. Le dernier gouvernement est un gouvernement libéral. La crise qu'on vit dans l'Ouest canadien, le Wexit, l'unité nationale qui est en jeu, je ne dirais pas qu'elle est en ce moment complètement en péril, mais il y a une grogne, je peux vous dire, qui est réelle. Naturellement, le Bloc québécois qui a fait des gains là, et François Blanchet, mais il fait quoi? Il nourrit ça par des commentaires qui créent des frictions avec une partie de l'Ouest canadien. Bien, ce gouvernement-là de Justin Trudeau là, vient de comprendre qu'il faut qu'il nomme quelqu'un pour s'occuper de ça. Fantastique. Il commence à être temps. Mais là, je vous le dis, là, Justin Trudeau est le responsable du gâchis que l'on vit en termes de relations intergouvernementales et il doit poser des gestes concrets pour rapprocher les Canadiens et les Canadiennes. C'est une question essentielle pour notre unité et pour notre économie. Ça, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, des enjeux qui sont extrêmement importants. Nouveau cabinet, beaucoup plus gros, 36 au lieu de 28 dans le dernier gouvernement. Certains assez spéciaux, les mêmes, pris 2 semaines de plus pour le nommer. On va finir par travailler. On dit au gouvernement, rentrez-nous à Ottawa au plus vite, qu'on prenne le train, l'avion, ceux qui sont plus loin, nos voitures, les vélos pour ceux qui restent à Ottawa-Gatineau ou nos pieds pour se rendre au Parlement et qu'on s'occupe de régler nos problèmes qu'on a dans l'Ouest, qu'on a pour nos agriculteurs, qu'on a avec les travailleurs du CN, pour faire rouler notre économie, pour soutenir les Canadiens, pour faire un budget le plus rapidement possible, pour baisser les taxes et les impôts. Puis j'en arrive aux préoccupations parce que mercredi prochain, c'est le discours du trône. Pour les gens qui ne savent pas, le discours du trône, c'est les grandes orientations. Donc, on va savoir à ce discours-là qu'est-ce que Justin Trudeau va prioriser dans toute sa plateforme électorale. Et nous, de notre côté, les conservateurs, on a sorti, si je ne me trompe pas, ces 7 éléments sur lesquels on demande que le gouvernement travaille concrètement. Chacun des partis a fait part de ses préoccupations et le gouvernement doit passer au travers du discours du trône. Bon, je fais une pause. Ça me permet de faire un peu d'éducation par rapport à ça. Un gouvernement minoritaire, pour continuer à gouverner, il doit avoir la confiance du Parlement. Et cette confiance-là est brisée à 2 moments. Elle est brisée 3 moments. Au discours du trône, pendant un vote de confiance ou pendant le budget. Donc, au discours du trône, il doit trouver un parti politique parmi le Bloc, le Parti conservateur, le NPD, pour avoir une majorité de votes et faire en sorte qu'il puisse continuer à gouverner. Donc, il a un des enjeux, donc on lui a fait part de nos préoccupations. Vous me direz certains si vous pensez qu'ils sont légitimes. Moi, je pense que oui. Garder le Canada fort et uni en formant un groupe de travail pour étudier la création d'un corridor énergétique qui était notre projet pour trouver une façon de sortir l'énergie de l'Ouest, notre économie qui est là, et en même temps soutenir le projet d'exporter l'hydroélectricité du Québec. Donc, on dit on a besoin d'un projet comme ça qui va pouvoir nous rallier tout le monde ensemble face à un projet porteur qui fera en sorte que tant le pétrole, le gaz naturel, le propane, l'hydroélectricité puissent voyager de façon sécuritaire, en respectant les normes les plus sévères environnementales, en ayant le moins d'impact sur les communautés, mais qu'on puisse avoir un comité qui se penche là-dessus. On ne dit pas de le faire, mais qu'il y ait au moins un comité sérieux qui se penche sur ce projet-là. 2, aider les Canadiens à améliorer leur quotidien en offrant un allègement fiscal global pour tout le monde. Donc, qu'il y ait une baisse d'impôts, comme ça a été annoncé par les libéraux d'une façon différente à nous et par le Parti conservateur. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui va être contre ça, de payer un peu moins de taxes et d'impôts. 3, rétablir l'éthique et la responsabilisation au gouvernement en imposant des pénalités plus sévères dans la loi sur les conflits d'intérêts. Justin Trudeau, je vous rappelle, est le seul premier ministre de l'histoire du Canada qui a été reconnu coupable d'avoir violé la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêts à 2 reprises, dont un des cas à 4 articles. Donc, c'est assez frappant. On dit on doit mettre des pénalités. Ce n'est pas vrai que c'est avec 200$ qu'on va faire en sorte qu'on va corriger le mauvais comportement de certains politiciens qui entachent l'ensemble du travail de tous les politiciens au Parlement canadien. 4,
remettre les secteurs énergétiques et forestiers au travail en traitant en priorité la négociation d'un nouvel accord sur le bois d'œuvre avec les États-Unis parce que ce n'est pas encore réglé. Donc, clairement, on veut qu'on s'attaque à ça. 5, prendre des mesures tangibles sur l'environnement en disant les politiques de notre plan qu'on a mis en place. En passant, le nouveau ministre de l'Environnement a dit qu'il fallait miser sur les nouvelles technologies pour contrer les changements climatiques. Il a rajouté que toutes les provinces étaient en accord avec ça. Ça, c'était l'élément phare de notre plateforme environnementale que tout le monde a décrié en disant qu'on n'avait aucun élément valable. Et le ministre de l'Environnement qui vient juste d'être nommé, qui vient de la Colombie-Britannique, parce qu'ils ont tassé Stephen Guilbeault, on pourra en parler une autre fois si vous voulez, celui qui devait être le ministre de l'Environnement, ils ont pris notre élément phare de notre plateforme pour le mettre à l'intérieur de leur discours aujourd'hui. C'est assez fascinant. Vous comprenez que j'ai un petit sourire en coin en ce moment. On dit en même temps qu'on voudrait qu'ils mettent en place des brevets pour les mesures écologiques prises par les entreprises. On a mis en place, nous, notre idée d'une marque éco-canadienne, donc tous les produits écologiques, verts, qui ont été fabriqués par des entreprises, mis sur le marché, qui ont un impact sur l'environnement, qu'ils aient leur trademark, qu'on puisse savoir tout le monde que c'est un bon produit qui respecte les normes les plus sévères et plus intéressantes. Et le crédit d'impôt pour les habitations éco-responsables, tous les partis avaient ça dans leur plateforme. Il n'y a aucune raison que ce gouvernement-là n'aille pas de l'avant, ainsi que les déversements des eaux usées dans les fleuves. Je vous rappelle qu'au Québec, on est la province la plus délinquante. C'est plus de 60 000 déversements d'eau usée dans nos fleuves, nos cours d'eau, qui sont faits par les municipalités, par manque de ressources, par manque de volonté politique de la part des gouvernements pour mettre fin à ça, contrairement aux autres provinces qui en ont beaucoup moins. Financer immédiatement l'expansion du transport en commun dans les grandes régions. Donc, je pense que ça aussi, il faut soutenir le transport en commun. Imaginez, là, c'est des mesures conservatrices que je nomme là. Réduire les formalités administratives des Québécois avec une déclaration de revenu unique. C'est une demande unanime de l'ensemble des partis politiques à Québec. On dit au gouvernement du fédéral, si vous respectez le Québec, il y a une demande qui est là. Pourquoi ne pas répondre à ça pour que nous aussi, on ait seulement un rapport d'impôt? Donc, 7 éléments que je vous ai nommés qui font en sorte qu'on dit, bien, ça pourrait être des avenues qu'on pourrait envisager pour qu'on vote en faveur du discours du trône. On verra si Justin Trudeau est vraiment sincère avec son idée de vouloir travailler en partenariat avec les autres partis politiques. Et si ce n'est pas le cas, bien, malheureusement, il devra se trouver un autre allié et on retournera en élection au moment qu'il jugera opportun. Et ça nous fera plaisir d'être prêt à ce moment-là à retourner sur le terrain avec eux. Donc, ça fait partie des éléments que je voulais parler. Donc, voici les éléments. Je vais parler de l'enjeu de CN, je vais parler des ministres qui viennent d'être nommés, le nouveau cabinet ministériel. On va savoir quelles sont nos fonctions très bientôt, nous, de notre côté, les députés, les 121 députés dans l'équipe du Parti conservateur pour surveiller, proposer des avenues intéressantes d'ici la prochaine élection au Parlement canadien. On rentre à Ottawa, comme je vous disais, mercredi. Pour une semaine et demie, 2 semaines peut-être avant les fêtes. Après ça, ça va aller au mois de janvier. On va essayer de faire le maximum pour vous, Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, pour essayer de faciliter la vie. Je pense que c'est notre objectif ultime. On n'a pas réussi à faire plus de gains, malheureusement. Ça me permet en même temps de saluer. Là, j'ai vu passer quelques candidates qui ont fait campagne avec nous et 1 ou 2 organisateurs qui se sont branchés pendant cette petite discussion. Vous dire qu'on ne vous lâche pas, on est en pleine consultation pour voir où on a erré pendant la campagne, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois pour faire en sorte qu'il y ait un gouvernement conservateur, mais aussi avec une présence forte du Québec à l'intérieur. Et je pense qu'on est capable de poser les bons gestes comme organisation pour faire en sorte de mieux pouvoir offrir une meilleure option qui va faire en sorte qu'on va convaincre le maximum de citoyens et citoyennes et nous permettre de former le prochain gouvernement, un gouvernement dont vous allez être très, 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 très fiers. Donc, c'est ça. S'il y a des questions, gênez-vous pas, posez-les. Ça me fera plaisir. Je vais essayer juste de voir à travers ma ligne parce que je me rends compte que je ne vois pas les questions défiler. S'il y en a, je vais essayer d'y répondre individuellement par la suite. Je vous dis un petit salut. Je vais aller me préparer un petit souper parce que je n'ai pas eu le temps de souper aujourd'hui.
J'étais à Québec toute la journée, hier et avant-hier, à Montréal. Ça me permet de profiter de l'occasion pour dire merci à l'organisation CETEC qui m'ont invité pour être un de leurs invités d'honneur à la table pour souligner le leadership, l'excellence de nos entreprises en gestion des matières résiduelles et les remercier dans le cadre de leur gala Envirolis pour l'honneur qu'ils ont fait à la famille Gaudreau. Saluer à titre posthume Daniel Gaudreau pour l'ensemble de son œuvre, son implication au Québec. Donc, c'était le fun de voir qu'après un peu plus de 2 ans où il est décédé, que l'ensemble de l'industrie dans la gestion des matières résiduelles, donc la récupération, le compost, gestion des sites d'enfouissement, toutes les nouvelles technologies qui sont utilisées pour faire des économies énergétiques, a salué l'homme qu'il était, prévoyant, avant-gardiste, qui fait en sorte que depuis, on compte même plus le nombre d'années on fait du compost, de la récupération ici dans notre belle région, ici dans le coin. Donc, on a été des leaders. Maintenant, à nous de continuer à aller encore un peu plus loin et montrer qu'on peut, comme disait si bien Daniel Gaudreau, pouvoir prendre ce qui est considéré comme un rebut puis en faire une ressource qui va pouvoir nous permettre d'avoir un nouveau produit et en même temps de protéger l'environnement. Donc, là-dessus, je vous souhaite à tous une belle soirée. Ça a été un plaisir. On va essayer de reprendre ça tranquillement une fois par semaine. Et quand je serai avec un de mes adjoints, ça me permettra de répondre en direct aux questions que vous me posez. Là, malheureusement, s'il y en a qui en ont posé, je ne les vois pas sur mon téléphone. Donc, je n'ai pas tous mes outils avec moi, mais je vais essayer de les faire en textant par la suite quelques réponses. Et je souhaite une belle soirée à tous, puis on se reparle très prochainement. Bye bye.